L'ombre s'estompa, la steppe se tut. Le rugissement se dissipa dans la poussière de sang, la meute sombra dans un abîme de terreur. L'instinct suffira-t-il à transformer la douleur en force et à ramener la meute? La meute de chiens sauvages dans la prairie ensanglantée. L'ascension des survivants. L'aube déposa un fin voile d'or sur le Kavango. La rosée perlait sur les brins d'herbe, les rembaumait encore l'humidité de la nuit. Les 15 chiens sauvages tachetés se déplaçaient avec la douceur de l'eau. Au centre, Zola, la chef imperturbable, les oreilles dressées vers le vent. À ses côtés, le mâle dominant. Derrière, un chiot suivait, les yeux encore ronds et humides. Quito, l'enfant que Zola avait arraché des crocs du ratel durant cette aube chaotique. Quito n'était plus tremblant et petit comme au moment de son sauvetage. Il courait près des pieds de Zola, apprenant chaque pose, chaque angle pour incliner son oreille et écouter le vent. Lorsque la meute se reposa, Zola lui donna le morceau de viande le plus tendre. À tour de rôle, les membres de la meute s'entraînaient, garder le cap, se tenir au vent, maintenir une distance de sécurité. Ici, la vie s'apprend par l'exemple. Quito était maintenant plus âgé, mais conservait le regard curieux d'un nouveau venu. Il courait toujours près des pieds de Zola, ses petites pattes trébuchant parfois dans l'herbe, mais toujours doucement soutenues par ceux de sa mère. Ce matin-là, Quito et les autres chiots s'entraînèrent à la traque. Kuro lui apprit à baisser son corps, à contrôler sa respiration et à lire le vent. Zola se tenait à proximité, observant sans intervenir. Chaque fois que Quito échouait, levant les yeux avec un air perplexe, Zola se contentait de jeter un léger coup d'œil, comme pour dire « essaie encore ». Dans ce monde, la plus grande leçon ne vient pas des mots, mais du silence du guide. À l'extérieur de la grotte, les autres chiots grandissaient de jour en jour. Ils jouaient dans l'herbe humide, se sautaient dessus, puis tombaient à plat ventre, le sable recouvrant leur pelage.
Mais ces jeux n'étaient pas futiles, chaque chute, chaque poursuite était une première leçon de survie. Zola les observait de temps à autre, le regard doux. Elle savait que c'était le début de l'instinct de chasse, la façon dont chaque génération s'intègre à la machine parfaite qu'est la meute. Alors que le soleil montait dans le ciel, la meute se mit en route. Zola donna le signal de la chasse d'un petit sifflement. Les lionceaux restèrent près de la grotte, sous la garde des plus jeunes. Les 7 adultes se dispersèrent, se déplaçant silencieusement dans l'herbe. Kuro menait le groupe, Zola contournait la meute par la gauche, les 3 autres fendant l'air par derrière. Chaque pas était calculé. Personne ne faisait de bruit, personne ne prenait d'avance. De loin, ils ressemblaient à des ombres glissant dans la lumière du soleil. Les lionceaux restèrent près de la grotte, seul Quito, le plus âgé et le plus impatient, fut autorisé à les suivre. Ce sera la première fois qu'il participera à une véritable chasse. Les 7 adultes se dispersèrent, se déplaçant silencieusement dans l'herbe. Quito fermait la marche, gardant ses distances, apprenant à observer chaque pas, chaque pause. Il essayait d'imiter sa mère, se baissant, retenant son souffle, les oreilles suivant le vent. Mais sa respiration était encore rapide, ses pas un peu maladroits, faisant légèrement frémir l'herbe. Quelques gnous broutaient non loin de là. Ils broutaient tranquillement, la tête baissée, totalement inconscients des regards qui les observaient de loin. Zola s'arrêta, le corps au ras du sol, les yeux rivés sur le jeune mâle le plus faible, celui qui s'était séparé du troupeau, boitant légèrement des pattes arrière. Elle laissa échapper un petit sifflement pour signaler le début de la chasse. Un petit aboiement donna le signal. Ils se précipitèrent tous, le vent sifflant à leurs oreilles, l'herbe se soulevant en un nuage de brume. La poursuite continua. Zola tenta de maintenir la pression, mais le vent tourna, la chaleur revint, et l'odeur de sueur et de sang se répandit, les rendant faciles à repérer. Les gnous, comme s'ils l'avaient compris, changèrent brusquement de direction et se précipitèrent dans le creux où poussaient d'épais buissons d'épines. Zola se précipita à sa suite, mais manqua une seconde. Une autre silhouette surgit soudain des hautes herbes, une antilope 2 fois plus grosse, qui se retourna, défendant farouchement les siens. Le choc soudain de ses cornes força Quito à reculer, lui faisant perdre l'équilibre. La proie avait déjà pris la fuite, sa silhouette se fondant peu à peu dans l'herbe sèche. La chasse était terminée. Seul le halètement et l'odeur de poussière brûlée persistèrent. Quito resta là, le regard fixé sur la direction où la proie avait disparu, la poitrine soulevée par le regret.
Du sable collait à son museau, sa respiration était courte et sèche. Zola s'approcha, reniflant doucement pour signaler l'arrêt. Le troupeau se rassembla, certains couchés, la langue pendante, haletant, les yeux cernés par la fatigue et la faim. Très haut dans le ciel, les vautours commencèrent à tournoyer. Il reconnut l'odeur du sang, mais ignorait que le chasseur avait manqué sa cible. Au loin, le rire aigu des hyènes résonna quelque part à la lisière de la plaine. Ils avaient pressenti la défaite de la meute et attendaient l'occasion de récupérer quelques restes de viande. Quelques jeunes s'allongèrent pour se reposer, les yeux légèrement cernés par la faim. Pendant ce bref instant, la meute connut une paix rare, un sentiment qui n'existe qu'entre deux chasses et avant l'arrivée du danger. Ils attendraient la prochaine occasion. Lorsque la proie eut disparu derrière les herbes sèches, Zola donna le signal de la retraite. La meute se retira lentement vers l'ouest, où subsistait un bosquet d'acacias anciens. Sous le soleil couchant rougeoyant, les silhouettes tachetées avançaient en silence. Leur respiration était lourde, leurs estomacs vides, mais leur formation restait intacte. Dans la steppe, la discipline est la seule chose plus forte que la faim. Zola s'arrêta sur une butte balayée par le vent. Les autres étaient éparpillés, certains jeunes cherchant l'ombre, d'autres se léchant les égratignures sur les épaules. Quito était couché près de sa mère, la tête posée sur la jambe de Zola. Il regarda au loin, où le soleil se couchait, les yeux encore emplis de regrets pour le repas manqué. Zola se pencha et lui lécha la tête. Un geste bref, mais suffisant pour dire « Demain, on recommence ». À mesure que le ciel s'assombrissait, le troupeau se tut. Les plus jeunes se relayaient pour monter la garde, immobiles sur la butte, les oreilles dressées, à l'écoute de chaque rafale de vent. Quand le vent changeait de direction, ils levaient la tête à l'unisson, reniflant. Chaque mouvement était instinctif et parfait, comme une machine actionnée par la respiration. La nuit tomba peu à peu. Au-dessus, le ciel était noir et étoilé, les grillons se mirent à chanter, mêlés au coassement des grenouilles des flaques d'eau au loin.
le troupeau se blottit les uns contre les autres. À l'est, là où l'horizon se confondait avec l'herbe, un autre vent souffla. Il portait une odeur étrange, lourde, âcre et arrogante. L'odeur d'un nouveau venu. Le lendemain matin, le soleil se leva derrière les rares acacias, ses premiers rayons caressant la terre aride comme des lames d'or fendant la brume matinale. Les lycaons venaient de s'éveiller. Ils s'étirèrent, secouant leur pelage et la tête, et inspirèrent l'air sec du matin. Zola sortit, inspira profondément, puis s'arrêta. Le vent était inhabituel ce matin-là, l'odeur des lions persistant dans l'air. À l'est, sur la rive du fleuve qui avait jadis été le territoire de la meute, deux grandes silhouettes noires avançaient. Deux jeunes lions mâles, tout juste adultes, marquaient leur nouveau territoire. Ils marchaient lentement, la queue battante, le regard fier, l'haleine chargée d'une forte odeur de sang. Chaque pas semblait déchirer l'air, comme une déclaration, cette terre nous appartient désormais. Le vent emporta l'odeur au loin, jusqu'à l'endroit où se tenait Zola. Elle dressa les oreilles, le souffle coupé. Un frisson lui parcourut l'échine. La meute s'immobilisa, tendue comme une corde d'arc. À l'est, là où la rive était sèche, deux jeunes lions mâles approchaient, leurs pas imprimés dans le sol humide. Le soleil se reflétait sur leurs crinières dorées, chaque mouvement affirmant la possession d'un nouveau territoire. Zola ne se détourna pas. Elle s'avança, le regard perçant. La meute la suivit, progressant lentement vers l'eau, unique source de vie. L'herbe était rase sous ses pieds, le sol détrempé de boue, marqué d'empreintes de pattes de lion. La chaleur monta, mêlée à l'odeur du sang ancien. Soudain, un lion surgit de derrière le monticule de sable. Il se tenait au milieu de la flaque, la tête baissée, le corps musclé. La meute de lycaons se dispersa, formant un arc de cercle serré. Zola occupa le centre, Quito juste derrière. L'air s'épaissit avant que l'orage n'éclate. Un silence suffocant s'installa. Un rugissement retentit. L'ombre du lion se précipita en avant. Un nuage de poussière s'éleva. Zola bondit dans la direction opposée, mordant violemment l'épaule de son adversaire, tandis que Quito et les deux autres bloquaient son flanc. Le choc fit trembler le sol.
Le choc fit trembler le sol. Un rugissement profond résonna, et le corps de Zola fut traîné sur le sable, soulevant des gerbes d'air. La meute se précipita, tentant de se replier pour sauver son chef. Les aboiements résonnèrent, les griffes lacérant le sol. Mais le lion ne s'arrêta pas. Il tira Zola hors du creux, chaque pas lent et régulier, comme pour affirmer sa domination. Quito resta immobile, hébété, regardant le corps de sa mère se balancer dans la gueule du chasseur. Il courut après elle, minuscule dans les hautes herbes, ses pieds glissant sur le sable, les yeux rivés sur l'ombre dorée géante qui traînait le corps tacheté de Zola. La prairie résonnait du chaos des aboiements, des rugissements et des pas lourds. Mais finalement, la poussière se dissipa. La silhouette du lion disparut derrière les herbes, traînant le corps de Zola dans sa chute. La meute s'arrêta. Kuro se tenait au bord du talus, tremblant de rage. Les dents du géant avaient mordu. Le regard hagard. Dans le ciel, les vautours se mirent à tournoyer. Quito marchait lentement. Il ne hurlait pas, n'appelait pas. Il marchait simplement, les yeux grands ouverts, humides et vides. Derrière lui, la meute suivait en silence, comme un ruisseau perdu. Le vent soufflait, chargé d'une odeur de sang mêlée à celle de la terre humide. La paisible matinée de l'Okavango venait d'être déchirée, et à partir de cet instant, une nouvelle ère commençait pour les Lycaons sans Zola. Quito grandit. Son corps s'affina, sa foulée s'allongea. Les leçons que Zola lui avait transmises se manifestaient désormais dans chacun de ses mouvements, lire le vent, attendre le rythme, garder le cap. À chaque échec de la chasse, il était le dernier à battre en retraite. À chaque fois que le jeune troupeau s'effondrait, il était le premier à revenir sur ses pas pour secourir les bêtes. La saison sèche arriva. La nourriture se fit rare. La faim commença à diviser le troupeau. Deux jeunes mâles s'échappèrent du groupe et chargèrent avant même le signal. La chasse échoua, et l'un d'eux fut tué par un buffle. Cette nuit-là, le troupeau gisait dispersé, non plus en cercle comme auparavant. Seul Quito restait éveillé, le regard perdu dans les étoiles se reflétant sur l'eau peu profonde. En lui, la confusion fit place à une lucidité implacable. Sans discipline, tous périraient.
À partir de ce jour, Quito changea. Il n'était plus le jeune garçon caché aux pieds de Zola. Ses pas s'allongèrent, son regard devint plus alerte et froid. Il occupait toujours la position la plus précise, maintenant le rythme, la ligne, ouvrant la voie. Lors des chasses suivantes, Quito se trouvait toujours en tête du groupe. À chaque fois qu'il affrontait des hyènes, des léopards, il ne recula pas. La meute, comme fortifiée par le sacrifice de Zola, devint plus unie et féroce. Les combats furent brefs, violents et s'achevèrent dans un flou. Les hyènes s'enfuirent, les léopards se réfugièrent dans les arbres, les vautours planèrent au loin, loin du terrain de chasse. La meute resta immobile, leur souffle fumant au soleil. Ils regardèrent Quito un bref instant, puis détournèrent silencieusement le regard. Aucun ordre n'était nécessaire. Les silhouettes tachetées derrière eux s'alignèrent automatiquement, leurs pas se resserrant. Dès cet instant, la meute avait un nouveau chef. Quito marchait au milieu, chaque pas assuré, les yeux rivés sur l'horizon lointain. L'après-midi déclinait. Les derniers rayons du soleil caressèrent son épaule, où la cicatrice avait séché du sang. Zola n'était plus là, mais sa vie continuait de vibrer dans chaque respiration de la meute. Le vent se leva, emportant avec lui l'odeur de l'herbe brûlée et le cri lointain des vautours. Quito ne s'arrêta pas. Elle continue, droite et basse, comme si elle comprenait que pour rester en vie, il faut parfois grandir à partir de la perte elle-même. De chiots tremblants dans la gueule du ratel, Quito est devenu le chef de la meute. Il a grandi dans la douleur, a appris à affronter le vent et a compris que la force ne réside pas dans les griffes, mais dans les liens qui l'unissent. Sous ses pattes, l'Okavango s'étend toujours à perte de vue, rude mais juste. Désormais, chaque fois que la meute traverse la steppe, Quito est le premier pas, ouvrant la voie, le souffle qui maintient le flot incessant. La vie de la meute continue, et à chaque pas, l'ombre de Zola plane encore, non plus dans le souvenir, mais dans la force que Quito a acquise. Dans cette steppe, chaque blessure porte sa propre mémoire. Et peut-être, un jour, retournera-t-il à l'endroit où Zola est tombé. À votre avis, qu'est-ce qui a permis à ce chien sauvage de surmonter son deuil et de devenir le chef de la meute? À votre avis, qu'est-ce qui a permis à ce chien sauvage de surmonter son deuil et de devenir le chef de la meute? Reviendra-t-il se venger? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires animalières.
Dans cette terre aride, chaque pas est un pari risqué. Alors que les ombres approchent silencieusement, les incapables de voler sont contraints d'affronter leur destin. La chasse a commencé, et il n'y a pas de retour en arrière possible. L'impitoyable Masai Mara. La course de l'autruche entre la vie et la mort. Le Masai Mara, terre sacrée du sud-ouest du Kenya. Ici, chaque créature est mise à rude épreuve. Ici, le temps ne s'écoule pas comme d'habitude. Il s'infiltre dans chaque brin d'herbe, caché dans le regard des antilopes, résonné dans les rugissements lointains des prédateurs. Chaque jour au Masai Mara est un nouveau chapitre du livre sans fin de la survie. Car cet endroit n'est pas pour les faibles. C'est une arène d'instinct, de stratégie et d'évolution. Et l'un des champs de bataille les plus féroces de la nature. Et puis, au milieu de l'herbe dorée bruissant au vent, un léger mouvement passa. Pas un rugissement ni un pas de guet, mais une course puissante et étonnamment gracieuse. Une grande silhouette planait comme si elle n'avait jamais touché terre. L'autruche d'Afrique. Une voyageuse silencieuse mais puissante. Avec ses longues pattes puissantes et sa posture imposante, l'autruche d'Afrique est le plus grand oiseau de la planète et l'un des symboles les plus emblématiques de la savane. Le plumage noir et hirsute du mâle, parsemé de taches blanches sur les ailes et la queue, contraste avec ses grands yeux aux longs cils recourbés, à la fois gracieux et alertes. La femelle, bien que plus discrète en gris-brun, n'en est pas moins robuste. Incapable de voler, l'autruche possède une vitesse incroyable pouvant atteindre 70 km/h et une foulée de près de 5 mètres par pas, ce qui en fait une athlète de la savane. Les autruches vivent en petits groupes, généralement de 5 à 15 individus, parfois accompagnés d'herbivores comme des antilopes ou des zèbres pour accroître leur capacité à détecter les prédateurs. Leurs grands yeux, de près de 5 cm de large, sont les plus grands du monde animal terrestre. Ils leur permettent d'observer à distance considérable, tels des tours de guet installés dans les prairies. La saison de reproduction commence lorsque les vents secs soufflent et que la poussière brouille l'horizon. C'est également à ce moment-là que les mâles entament leur numéro unique.
Le spectacle commence. Chaque mouvement est soigneusement calculé. À l'approche de la femelle, le mâle se tient droit, aile déployée, la tête haute comme s'il voulait embrasser le ciel. Une danse à la fois majestueuse et invitante. Le spectacle se termine lorsque l'amour est choisi. L'accouplement est bref et intense. Après l'accouplement, la femelle autruche pond 7 à 10 œufs dans un trou peu profond préparé par le mâle. Ce trou est généralement situé au milieu d'un champ ouvert, d'où il est facile d'observer les environs. Chaque œuf peut peser jusqu'à 1,5 kg, ce qui en fait le plus gros œuf du monde des oiseaux. Le mâle et la femelle couvent les œufs ensemble, se relayant jour et nuit. Cependant, pendant la période d'incubation, le nid n'est pas toujours paisible. On trouve toujours des hyènes tapis dans l'herbe, attendant une ouverture pour dérober les précieux œufs. Hyène tachetée. Le carnivore le plus distinctif et le plus reconnaissable de la savane africaine. Son corps court mais robuste, ses épaules hautes et ses hanches basses et inclinées lui confèrent une démarche pavanante, comme si elle se traînait au sol. Sa fourrure hirsute, gris jaunâtre ou brun clair, est parsemée de taches sombres d'encre qui l'aident à se dissimuler dans l'herbe brûlée. Ses puissantes mâchoires ont une force de morsure de plus de 1000 psi, supérieure à celle d'un lion, lui permettant de broyer de gros os et de digérer la quasi-totalité de sa proie. Contrairement aux stéréotypes populaires des charognards lâches, ce sont des prédateurs sociaux très intelligents. Ils vivent en clans matriarcaux, où une hyène femelle dominante règne par sa force et son intelligence. Leur hiérarchie stricte et leur cohésion sociale leur permettent de coordonner leur chasse sur des proies bien plus grandes qu'eux. Leur rire effrayant n'exprime pas la joie, mais fait partie d'un système de communication complexe, composé de grognements, de sifflements et de hurlements qui résonnent dans la savane. Le jour, elles se cachent dans des grottes ou à l'ombre. À la tombée de la nuit, le groupe entier se disperse à la recherche de nourriture. Les œufs d'autruche sont un trésor nutritionnel dont les hyènes raffolent. Doté d'une épaisse coquille de porcelaine et d'une taille imposante, chaque œuf contient une grande quantité de protéines et de graisses, particulièrement précieuses pendant la rude saison sèche. Cependant, voler des œufs d'autruche n'est pas chose aisée. Les
nids sont généralement situés dans des zones ouvertes et faciles à observer, et les autruches mâles et femelles les couvent à tour de rôle jour et nuit. Les autruches adultes, en particulier, peuvent mesurer jusqu'à 2,5 mètres de haut, peser plus de 100 kg et courir et donner des coups de pied assez puissants pour tuer leurs ennemis. Ils rendent les hyènes méfiantes. C'est pourquoi les hyènes utilisent des tactiques furtives. Elles rampèrent jusqu'au sol, s'approchant du nid à l'abri des regards, profitant du moment où les autruches changeaient de poste ou étaient occupées à regarder ailleurs. Parfois, le groupe entier se séparait pour distraire l'autruche solitaire et permettre à l'une d'elles de voler les œufs. Mais cette fois, tous les calculs étaient erronés. Les yeux de l'autruche brillèrent de vigilance. Soudain, l'autruche chargea. L'embuscade s'inverse en un éclair. De traqueuse, la hyène devint une proie fuyant la fureur d'un dieu à plumes au milieu de la steppe. Le vol des œufs échoua. Les palours s'apaisèrent peu à peu, la poussière se dispersa dans le vent. Les œufs restèrent dans le nid. L'instinct paternel de l'autruche avait pris le dessus sur la furtivité de la nuit. Peu de temps après leur naissance, elles affrontèrent leur premier défi, la soif. Sous un soleil brûlant, les autruches suivaient leurs parents en se dandinant, traversant l'herbe sèche et cassante et le sol craquelé. Chaque pas est un défi pour leurs jeunes pattes. Mais dans la nature, seuls les plus résilients peuvent toucher la vie. Pour les autruches, la vie n'a jamais été un voyage paisible. Dans les vastes prairies, une ombre guette toujours, les rendant vigilantes à chaque respiration. Qu'elles cherchent de la nourriture, prennent soin de leurs petits ou se déplacent dans les prairies, elles n'ont jamais le droit à l'inattention. Car ici, il y a un chasseur dont tous les regards doivent se méfier. Un homme qui observe silencieusement de loin. Symbole de puissance. Le lion. Le roi des prairies. Le mâle adulte se distingue par son épaisse crinière autour du cou et des épaules, créant un halo fier. Cette crinière est non seulement une arme défensive au combat, mais aussi un symbole de statut et d'âge. Le corps du lion mâle est massif, ses muscles saillants sous son épaisse fourrure. Chaque pas est à la fois lent et menaçant, comme s'il pouvait exploser à tout moment.
Ses yeux jaunes vifs brillent de détermination et de froideur, faisant hésiter l'adversaire. Les lionnes sont plus petites, plus souples et agiles. Elles vivent en groupes sociaux très organisés, généralement composés de quelques mâles adultes, de nombreuses femelles et de lionceaux. Au sein de la troupe, les mâles assurent la protection du territoire, tandis que les femelles se chargent de la chasse et des soins aux petits. La compétition pour l'accouplement est toujours féroce entre les mâles. Les combats peuvent être sanglants, mais le vainqueur aura le droit de transmettre sa progéniture, préservant ainsi sa lignée au sein de la troupe. Les lionnes entrent souvent en chaleur périodiquement et s'accouplent plusieurs fois par jour, pendant plusieurs jours consécutifs. En cas de gestation, la période de gestation dure environ 110 jours. Après la naissance des lionceaux, elles les rendent à la troupe quelques semaines plus tard et grandissent sous la protection de toute la troupe. Lorsque le soleil brille sur l'herbe jaune de la savane, les lions commencent à chasser. Cette fois, la proie était une autruche adulte menant ses petits à travers l'herbe clairsemée. Le chef expérimenté levait parfois la tête, ses grands yeux scrutant les alentours. Les autres membres du groupe semblaient comprendre, se dispersant sans jamais s'éloigner. Les petits gazouillaient aux pieds de leurs parents, imitant parfois leurs mouvements de lissage, une leçon de survie transmise sans un mot. Avec leur vitesse impressionnante et leur sens de l'observation aiguë, les autruches ne sont pas des proies faciles. Mais la démarche immature des autruches est une faiblesse fatale que les chasseurs ne peuvent ignorer. Le troupeau d'autruches se méfie de la direction du vent principal, où il soupçonne un danger. Mais ils ne s'attendent pas à ce qu'une autre lionne surgisse discrètement de la direction opposée. Les lions baissent progressivement le corps et se faufilent dans l'herbe sèche, sans faire de bruit. Ce sont les antilopes qui broutent à proximité qui lèvent soudain la tête, regardant avec tension dans une direction, alertant accidentellement l'autruche qui les guide. Un instant trop tard, un lionceau s'éloigne du troupeau. L'espace semble s'arrêter. Le lion surgit de nulle part. La poursuite se termine dans une situation de vie ou de mort. L'autruche se laisse distancer, devenant le prix à payer pour la rudesse de la vie dans les prairies. Dans le cycle de la nature,
La mort d'une créature est la naissance d'une autre. Le cycle de la survie ne s'arrête jamais. Là où chaque souffle est synonyme de vitesse, de stratégie et de sacrifice. Le soleil brille sur la steppe. Au loin, les autruches poursuivent leur nouveau voyage. Dans l'immense désert de steppe, le lion n'est pas le seul chasseur à surveiller les autruches. Un autre chasseur est plus rapide, plus silencieux et d'une précision redoutable. Le guépard. Maître de la vitesse, il possède des sprints à couper le souffle qu'aucun autre animal ne peut égaler. Son corps élancé, aux muscles saillants sous sa peau jaune pâle parsemée de taches noires, lui permet d'atteindre des vitesses de plus de 100 km/h en quelques secondes seulement. Sa large poitrine lui permet de respirer profondément, préservant ainsi son endurance lors de poursuites courtes mais acharnées. Deux lignes noires partent du coin des yeux jusqu'au museau, tels des ruisseaux silencieux, contribuant à atténuer l'éblouissement du soleil et à focaliser la vision sur la cible. Chaque pas du guépard est une combinaison parfaite de souplesse et de force, telle une partition écrite par des millions d'années d'évolution. Malgré ses longues pattes et sa vitesse impressionnante, l'autruche ne peut être subjectif face à un prédateur né pour conquérir la vitesse. Dans un monde où chaque foulée détermine la survie, le guépard incarne la précision et l'agilité absolue. La silhouette élancée se glissa silencieusement dans l'herbe basse. Trois guépards, au regard perçant, fixèrent la cible au loin. L'autruche se séparait du troupeau, occupé à chercher de la nourriture sous le soleil de midi. Aucun bruit n'était audible. Les trois guépards s'abaissèrent, s'approchant petit à petit. L'herbe sèche bruissait sous leurs pieds, mais le vent chaud fit disparaître ce bruit. Les autruches étaient toujours inaperçues. Dans un moment d'inattention, la poursuite commença. Les guépards chargèrent. En quelques secondes décisives, une morsure précise de trois guépards empêcha l'autruche de s'échapper. La chasse prit fin. Soudain, tous les bruits se turent.
La poussière retomba, ne laissant que la respiration rapide du vainqueur. Dans la prairie ensoleillée, la vie venait d'être réaffirmée par la vitesse, l'endurance et un instinct parfait. Ce n'était pas seulement un repas. C'était un témoignage de la dure loi de la nature, plus vite, c'est la survie. Le guépard n'est pas seulement un chasseur rapide, c'est aussi un symbole fragile de la vie dans la vaste savane. La saison des amours a généralement lieu pendant les mois favorables, lorsque les sources de nourriture sont abondantes et que le temps n'est pas trop rigoureux. Le mâle suit l'odeur des phéromones de la femelle pour trouver un partenaire. L'accouplement se produit rapidement, en quelques jours seulement, puis chaque partenaire se sépare sans l'attachement durable que l'on observe chez certaines autres espèces. Après une gestation d'environ 90 à 95 jours, la femelle léopard donne naissance à 2 à 6 petits dans un buisson caché ou une grotte rocheuse isolée. Les petits naissent aveugles, faibles, couverts d'un duvet gris rayé sur le dos, ce qui les aide à se camoufler dans l'herbe sèche. Durant les premières semaines, la mère doit fréquemment changer d'habitat pour éviter d'être repérée par des ennemis tels que les hyènes, les lions ou même les aigles. Le taux de survie est très faible, parfois, seule la moitié des petits atteignent l'âge adulte. Mais c'est ainsi que la nature sélectionne les individus les plus forts. À mesure que les nouveaux individus grandissent, ils apprennent à traquer et à chasser. Le cycle de survie du guépard est prolongé, non seulement par sa rapidité, mais aussi par sa persévérance, sa résilience et son instinct de survie. Sous la lumière jaune éclatante des prairies du Masai Mara, des troupeaux d'antilopes s'approchent souvent des autruches. Elles ne sont pas des alliés au sens traditionnel du terme, mais forment un lien silencieux de survie. Les antilopes ont un odorat et une ouïe extrêmement sensibles, tandis que les autruches possèdent une vision supérieure. Lorsqu'elles lèvent le cou et regardent à des centaines de mètres pour détecter un danger, elles savent immédiatement que quelque chose se passe. Et inversement, le simple coup de pied d'un troupeau d'antilopes les met en alerte. Elles ne partagent pas leur nourriture. Elles ne se protègent pas mutuellement. Mais en étant présentes, à l'écoute et à l'observation ensemble, elles créent un système d'alerte précoce dans la steppe aride, où chaque instant peut être la frontière entre la vie et la mort. Dans la nature, les mots ne sont parfois pas nécessaires pour survivre ensemble. Dans un monde hostile, où chaque pas peut être le dernier, les autruches ne se cachent pas dans l'obscurité. Elles choisissent d'y faire face, pour survivre.
Pas de griffes, pas de dents acérées, mais des armes silencieuses. Courage, rapidité et instinct grégaire. Des œufs enfouis dans le sable chaud, à ceux qui déploient leurs ailes et s'envolent au gré du vent, du retardataire au pilier du troupeau. La vie d'une autruche est une succession de défis sans fin. Chaque individu est un témoignage vivant de l'audace de la nature. Pas parfait, mais résilient. Il court non seulement pour la vie, mais aussi pour la génération suivante. Et ce combat continue, jour après jour, génération après génération, sous le ciel flamboyant du Masai Mara. Si vous croyez que la vie, bien que fragile, mérite toujours d'être protégée. Abonnez-vous à la chaîne et sonnez la cloche pour ne rien manquer des prochaines aventures de survie en pleine nature.